Bon, bah ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? Nous sommes en 1973 et arrive dans nos précieuses salles au siège rouge plutôt confortable un film qui va complètement changer le visage de l'horreur et même le visage du cinéma en général, et ce pour toujours. Et ce film, c'est nul autre que L'Exorciste, un titre aussi simple qui pourtant en impose beaucoup. Sa réputation, elle est tellement légendaire qu'encore aujourd'hui, des décennies après sa sortie, il possède toujours la réputation du film d'horreur le plus effrayant de tous les temps. Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, bordel de merde? Et dire que tout cela se déroule dans une simple petite pièce, au sein d'une maison normale, dans une ville qui l'est tout autant. Et dans cette maison, il y a une fille. Et cette fille, elle va vivre l'une des expériences les plus difficiles qui puissent exister sur cette foutue planète Terre. Et devinez quoi? Cette sordide histoire que je vais vous raconter, vous allez avoir besoin de la connaître pour le nouvel opus qui arrive d'ici quelques jours. Dieu t'a joué un sale tour. Nous sommes en Irak, près d'une ancienne ville se nommant Ninive. La chaleur est intense, amplifiée par un profond désert aride, empêchant toute hydratation, pendant qu'une prière arabe est chantée lors de fouilles archéologiques. Ces recherches, elles sont effectuées par le père Mérine, un vieux prêtre archéologue à la recherche du mal. Ouais, ça annonce la couleur. Et il faut croire qu'il avait raison, puisque pendant ses recherches, il va découvrir des objets un tantinet étranges, représentant un démon se nommant Pazuzu. Alors, apparemment, il faut pas prononcer son nom 3 fois d'affilée, sous peine d'obtenir des conséquences qui seraient plutôt sombres et plutôt dangereuses. Non, non, je le ferai pas. Vous êtes vraiment des pervers. Pazuzu ressemble à une gargouille, et ses diverses représentations datent de l'ère mésopotamienne, et donc sont pré-chrétiennes. Le père Mérine avait donc raison en recherchant le mal et les lieutenants de Lucifer. Les démons, et par conséquent le mal, sont bel et bien présents depuis les origines de l'humanité. Ce n'est que le début d'un combat qui s'annonce immensément grand et immensément difficile. Ouais, y a pas à dire, dès la scène d'ouverture, le film est rempli d'un mysticisme étrange, et nous pouvons le dire, ouais, c'est plutôt effrayant. Il est temps pour nous de quitter l'Irak. Alors, c'est vrai que le désert et les fouilles archéologiques c'était plutôt sympathique, surtout que la moitié du pays avait pas encore été bombardé par les Américains. Non, je peux pas en dire plus, sinon je suis vraiment un homme mort. Et nous allons rejoindre les États-Unis, et plus précisément la ville de Washington, à la découverte d'une famille. Enfin d'une famille, plutôt d'une mère Chris et sa fille Regan, puisque le père est soi-disant en déplacement à Rome, mais c'est surtout qu'il a quitté le foyer familial, et disons-le, complètement abandonné ses responsabilités. Le truc, c'est que c'est vraiment pas le bon moment, puisque Regan semble être pas mal perturbée, comme si elle tombait malade. Mais pas malade dans le sens où elle a attrapé une espèce de maladie infectieuse. Malade au sens psychologique. Il se passe quelque chose de troublant et de grave chez elle. Cela passe par des spasmes plutôt violents. Mais également par des éléments plus étranges et disons-le, inexplicables. Et c'est à partir de là où nous approchons de l'une des thématiques les plus importantes, et sans doute la thématique la plus fascinante de l'ensemble du film, la science contre la religion. Est-ce que Regan est malade, mais psychologiquement parlant, et donc que cela s'explique par des phénomènes rationnels, ou est-ce qu'au contraire, elle est bel et bien sous l'emprise d'une mystérieuse entité, ce qui fait appel au surnaturel, ce qui est un brin effrayant. Chris, la mère de Regan, décide d'engager des examens médicaux pour tenter de comprendre ce qui se passe. Les examens ne donnent rien de concret, ce qui fait que les médecins vont tenter de lui faire comprendre que c'est possiblement dû à l'adolescence. Vous savez, à l'adolescence, on a tous vécu ce qu'on appelle des crises qui représentent des périodes parfois difficiles. En tout cas, pour certaines personnalités, et visiblement, c'est un peu ce qui se passe chez Regan. Elle a envie de se faire remarquer sans le dire.
d'attirer l'attention, que jeunesse se fasse en somme. Sans oublier que son père est parti de la maison, donc forcément, c'est pas une période facile pour elle. Ouais, voilà quoi, c'est seulement une crise morale qui pour les médecins n'est que passagère, rien de plus. Et puis bah, il se passe ça. Tu vas mourir là-haut. Régine. Oh mon Dieu, chérie. Après, c'est peut-être juste des fuites urinaires, et ça arrive à tout le monde. Reprenons. Bon, vous l'aurez compris, à la suite de cette soirée gâchée, où Regan a pissé partout dans la baraque devant les convives de sa daronne, des examens plus approfondis débutent. Le problème, c'est que la médecine, et les différentes sciences modernes qui la composent, semblent toutes incapables de répondre convenablement aux problèmes de Regan. S'ils évoquent cette fois-ci des problèmes psychologiques plutôt sévères, soi-disant des espèces de troubles nerveux, eh bien le problème, c'est que pendant ce temps, les symptômes deviennent de plus en plus forts, et disons-le, carrément de plus en plus dangereux. Regan est tout d'abord atteinte par des spasmes, encore plus violents que les précédents. Ma chérie, c'est pour ton bien. Brigitte, ne bouge pas, Allô, bouge pas. Espèce d'enculé. Vient ensuite le fait que sa voix se métamorphose, mais elle se métamorphose complètement. Moi je suis le diable. Veuillez détacher ses sangles, je vous prie. Elle crache également du sang, mais bon, ça, visiblement c'est un détail pour les médecins. Et puis surtout, elle descend les escaliers d'une façon, comment dire, d'une façon un peu étrange. Clairement, il y a un truc qui cloche. Et pourtant, pendant une bonne partie du film, le scénario s'amuse à jouer avec les personnages et donc avec les spectateurs. Bon, on se doute qu'il y a bel et bien un démon qui rentre en jeu, mais il y a tout un tas de théories plutôt crédibles, et surtout médicales, et bien que Regan serait en réalité atteinte de troubles psychologiques plutôt sévères. Le fait de confronter et d'opposer la science avec la religion, parce que la science, vous savez, elle se veut rationnelle et repose sur des lois véritables, tandis que la religion repose sur la foi et ce qui appartient au divin, et donc ce qui ne peut être prouvé scientifiquement parlant, et bien cela impose un thème qui est profondément fascinant, que ce soit dans notre manière de vivre ou même philosophiquement parlant, et j'espère que c'est le type de questionnement qu'on retrouvera dans le prochain opus à venir. Et puis en fin de compte, Regan, elle est quand même dans une période difficile. C'est l'adolescence, le métier de sa mère qui est un peu compliqué aussi, sans oublier l'abandon de la figure paternelle. Cela paraît crédible qu'elle souffre de l'ensemble de ces facteurs, et qu'en réalité, il n'y a rien de surnaturel dans toute cette histoire, et surtout, rien d'étrange dans son comportement. Cela s'explique par des choses rationnelles, encore une fois. Un symptôme d'une perturbation anormale de l'activité électrochimique du cerveau. Dans le cas de votre fille, elle touche le lobe temporal, la partie latérale de son cerveau. C'est assez rare, mais il arrive que cela provoque des hallucinations, et en général juste avant une convulsion. Une convulsion? Mais Chris, la mère de Regan, elle doit se rendre à l'évidence, parce que malgré le fait qu'elle est athée, et donc ne croit pas forcément en Dieu, elle comprend que sa fille, elle est sous la joute d'une terrible entité, et c'est pas genre un fantôme ou un quelconque revenant qui souhaiterait prendre possession du corps de Regan. Là on parle de quelque chose de bien plus imposant, un démon, celui qu'on a aperçu d'ailleurs au tout début du film en Irak, qui se prénomme Pazuzu. C'est alors qu'un tout nouveau personnage fait son apparition, le père Karras. Karras. Ouais, on retire le A pour rajouter un I à la place, et cela devient le nom du meilleur artiste français de tous les temps. Pardon, j'étais obligé de faire cette blague. Non, reprenons. Le père Karras est un prêtre exorciste vivant également une période psychologique plutôt difficile, suite notamment au décès de sa petite maman. Mais c'est pas le fait de l'avoir vu mourir qui lui cause problème, c'est plutôt ce qu'elle lui a dit sur son lit de mort. Maman, c'est moi, Dami. Pourquoi tu m'as fait ça, Dami? Pourquoi? Ouais, ce sont bien les derniers mots qu'elle a prononcés sur cette foutue planète Terre. Y a pas à dire, c'est un film qui est plutôt mélancolique. L'Exorciste, c'est aussi cela, et c'est pour ça que c'est un film aussi marquant. Y a pas d'humour, y a pas de légèreté, et l'ensemble de l'œuvre est vraiment pesante, triste, et ne vous laisse jamais respirer. Alors, espérons que le prochain soit dans la même veine, sinon on est vraiment dans la merde. Le père Karras étudie Regan,
et comprend rapidement qu'elle est bel et bien possédée par une terrible entité qui est plutôt puissante. C'est ainsi que l'on découvre la véritable méthodologie des prêtres exorcistes. Ils discutent avec la victime, et par conséquent avec le démon, enregistrent les voix pour les réécouter et possiblement trouver des indices qui seraient dissimulés, tout en surveillant l'état de santé de la personne sous l'emprise du démon et de la famille qui l'entoure. Et en parlant de santé, Regan, elle souffre. Mais genre, elle souffre mais terriblement. On parle bien d'une adolescente qui est recouverte de sang, qui se défigure, et pas seulement le visage, si vous voyez ce que je veux dire. Pèse! Jésus te pèse! Non, il est hors de question que vous voyez ce qu'elle fait avec sa main, surtout que c'est une adolescente, et on n'est pas comme Sardoche, The Kerry 78 ou même Norman Tavo. On n'est pas des fils de pute. Il y a également des penchants scatophiles, et il y aura même du vomi par la suite. Enfin bref, Regan est prisonnière dans un corps qui ne lui appartient plus, alors que pourtant c'est bel et bien le sien, sa propre enveloppe. Elle souffre, et en voyant cela, les spectateurs souffrent tout autant. En voyant cela, le père Karras demande l'aide de l'église, puisqu'il faut intervenir vite. Il sera alors accompagné du père Mérine, revenant d'Irak. Vous savez, c'est le prêtre que nous avons aperçu au tout début du film, qui menait des recherches archéologiques un brin étrange. On comprend alors que le film ne relate pas seulement l'histoire de Regan, mais également celle du père Mérine et de sa destinée. Lorsqu'il était en Irak, Dieu lui a envoyé des signes pour lui faire comprendre qu'il va devoir intervenir pour lutter contre une terrible entité, le démon Pazuzu. Et c'est à partir de maintenant que nous approchons de la fin de cette terrible histoire. Le père Karras et le père Mérine effectuent de multiples séances d'exorcisme pour venir à bout du mal. Cela passe par des prières et des formules précises pour espérer faire sortir le monstre de sa tanière, ou plutôt de Regan, sans oublier les fameux jetés d'eau bénite. Fait à ton image et à ta ressemblance, et que tu as racheté par ton fils. Le problème, c'est que le démon est fort. Beaucoup, mais alors beaucoup trop fort. Et pendant ce temps, la vie de Regan est en jeu. Le démon ne se contente pas seulement de jouer avec elle, mais également avec les différentes souffrances qui animent les prêtres exorcistes. Tout le monde souffre dans cette histoire. Et c'est cela que nous apprend ce film. Dans les croyances chrétiennes, lorsqu'une séance d'exorcisme est effectuée, il n'y a pas seulement une victime. Tous ceux qui participent de près ou de loin à ces sombres cérémonies plutôt obscures, sont des perdants ou sont des perdantes. Au point même d'y laisser la vie pour certains. Et c'est exactement ce qui se passe avec le père Mérine, qui décède d'épuisement. C'est alors que le père Karras perd pied. Le bonhomme était déjà pas mal affecté par la mort de sa maman, et la mort du père Mérine représente un peu la goutte de trop. Dans un excès de rage, il se jette sur le démon et le tabasse, littéralement. Fils de pute! C'est alors qu'il demande au démon de faire un échange d'âmes. Prends-moi! Prends-moi! Le démon s'étant transféré dans le corps du prêtre, père Karras se jette par la fenêtre pour se débarrasser définitivement du démon. Ça y est, c'est la fin de cette terrible nuit. Regan est enfin libérée. Et l'adolescente va enfin pouvoir reprendre sa vie normale. Enfin, on va pas se mentir, après tout ce qui s'est passé, ça va être malgré tout difficile de passer à autre chose. Regan incarnant sans doute l'une des victimes ayant le plus souffert dans l'ensemble de l'histoire des films d'horreur. Imaginez une torture lente sur laquelle vous ne pouvez absolument rien faire et où vous n'avez aucune possibilité de contrôle, alors qu'on parle d'une enfant, d'une simple enfant. Et pour délivrer cet enfant, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Il a fallu buter 2 prêtres. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Mais malgré tout, la vie peut enfin reprendre pour elle et sa petite maman. Quand vous voudrez, madame. Au revoir, mon père. Au revoir. Je vous appellerai. Et pour connaître la suite des aventures de Regan et de Chris, sa petite maman, il va falloir attendre la sortie du prochain opus qui arrive en salle d'ici quelques jours. Et je vais pas vous mentir, les gens, ou du moins les spectateurs, ils vont être très vigilants, ils vont avoir beaucoup d'attentes, parce que faire la suite de l'un des films les plus marquants sans doute de l'histoire de l'humanité, on va pas se mentir, c'est un pari qui est quand même proche de l'impossible. Nous allons ainsi suivre une toute nouvelle chronologie, puisque l'ensemble des autres suites sont supprimées. Vous savez, c'est un peu comme ce qu'avaient fait les derniers opus d'Halloween, on supprime tous les films qui sont considérés comme mauvais, et on reprend uniquement l'original, comme cela tout le monde est un peu content. C'est de l'ironie, sachez-le. Après, vaut mieux pas faire confiance à des personnes qui s'accrochent à des liens. Petit conseil de pro ça.
Nous allons retrouver Chris et peut-être Regan, ça on n'en est pas vraiment sûr, qui vont devenir des espèces de spécialistes des cérémonies d'exorcisme. Bon, peut-être pas à ce point, mais disons que des cas de possession vont se mettre en place et qu'elles vont servir d'intervenantes pour accompagner et possiblement aider l'église à trouver des solutions. C'est sûrement cela l'enjeu le plus important du film, et ce que j'espère du plus profond de mon cœur, voir comment ces anciens personnages ont évolué, comment Regan et sa mère ont vécu pendant des décennies durantes. Qu'est-ce qui s'est passé après cette terrible nuit avec la mort du prêtre Karras et la mort du prêtre Merrin? Parce qu'avec l'ensemble de ces drames et l'ensemble de ces événements, eh bien cela laisse forcément des traces qui sont indélébiles. Tu as vu ce qu'elle a fait? Ta chienne de fille! Et puis comme je vous le disais, tous les autres opus de la saga sont supprimés, donc vous devez seulement connaître le premier opus sur le bout des doigts, et ça tombe bien parce qu'on vient tout juste de finir de le résumer. Mais ça n'empêche que les opus qui ont été supprimés, et qui ne font donc plus du tout partie de la timeline principale, alors évidemment ils sont pas du tout, mais alors pas du tout au niveau du premier, ils en sont même très loin, mais ils possèdent, en tout cas pour certains d'entre eux, des petites qualités qui font que je trouve que c'est important de les avoir vus, ou du moins de les connaître un tantinet, en tout cas pour la culture. Mais pas la culture, là je parle vraiment de la culture populaire. Et c'est pas rien. C'est surtout au niveau de leur création que c'est intéressant, parce qu'ils représentent cette question, comment on fait pour faire la suite d'un classique? Mais pas d'un classique, d'un immense classique. Et c'est pas la même chose. Parce que L'Exorciste premier du nom, il a marqué la culture à jamais, et c'est l'un des rares films d'horreur qui a pénétré la culture populaire, au point même que mes parents ont vu le film. Ce qui n'arrive jamais, parce qu'ils détestent les films d'horreur, c'est fumier. L'Exorciste 2 se déroule après les événements du premier opus, et nous propose de revivre une expérience similaire au premier film. Dans l'idée, Regan est toujours soumise à l'emprise du démon Pazuzu, et un nouveau prêtre va débarquer pour qu'elle puisse s'en débarrasser. On est toujours dans un film posant deux ambiances, à la fois les souffrances de Regan, et de l'autre côté, les recherches vis-à-vis du démon et de ce qu'il représente. C'est un film qui est détesté. Voilà, sachez-le, tout le monde crache dessus, un peu comme cela. L'Exorciste 3, quant à lui, possède un scénario qui est bien plus intéressant. Nous suivons Bill Kinderman, enquêtant sur des meurtres plutôt étranges, affilié à un ancien tueur en série qui est pourtant décédé il y a plusieurs années. Vous l'aurez compris, celui qui se cache derrière ces meurtres n'est nul autre que Pazuzu, le terrible démon. On y retrouve notamment le père Karras, qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique et souffre d'amnésie. Il faut dire qu'il est passé par la fenêtre littéralement dans le premier opus, c'est une petite pirouette scénaristique quoi. Enfin bref, c'est un film qui se débarrasse enfin de l'idée d'avoir encore une jeune fille possédée pour partir dans des thématiques différentes et plutôt innovantes. Et puis surtout, il y a le pire screamer de l'histoire de l'humanité. Ensuite, nous retrouvons L'Exorciste au commencement, sorti en 2004, s'inscrivant dans la mode complète des préquels de l'époque, c'est-à-dire un film se déroulant avant les événements du premier opus. Nous retrouvons le père Merrin, qui vit une période psychologique difficile après les événements de la Seconde Guerre mondiale. Disons qu'il est traumatisé et hanté par les horreurs qu'il a aperçues sur le champ de bataille, ce qui provoque chez lui une profonde crise de foi. Il effectue alors un pèlerinage pour savoir s'il croit toujours en Dieu et si justement le Tout-Puissant le guidera sur son chemin et en quelque sorte lui prouvera son existence. C'est un film qui représente un profond développement pour le personnage du père Merrin, que l'on retrouve encore d'ailleurs en train d'effectuer ses fouilles archéologiques avant de réveiller une espèce d'entité démoniaque. Vous l'aurez compris, à la fin du film, Merrin sera celui que nous connaissons dans le premier opus de la saga, un prêtre ne doutant plus du tout de l'existence divine et de la réalité des agissements de Satan sur notre monde. Je la tuerai plutôt que de te laisser me la prendre. De toutes les âmes, faites à l'image de notre Seigneur Dieu. Je te chasse. Et puis il y a la série, qui possède 2 saisons, qui a malheureusement été annulée. Il me semble qu'elle est un tout petit peu connectée à l'intrigue principale, tout en étant déconnectée, c'est pas vraiment relié en quelque sorte, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas vu beaucoup de retours, et notamment en France. Ce qui fait que désormais, nous avons 2 timelines pour l'Exorciste. Une première contenant l'Exorciste le commencement, se déroulant avant les événements du premier opus, suivi de l'Exorciste 2 et de l'Exorciste 3, et une deuxième chronologie où nous retrouvons seulement l'Exorciste premier du nom, suivi de l'Exorciste Dévotion qui arrive d'ici quelques jours, et des prochains opus d'ici quelques années. C'est un bordel sans nom, mais au moins, contrairement à Halloween, c'est plutôt simple à comprendre. Mais alors, pourquoi on retient surtout le premier film? Et pourquoi il est considéré comme un classique? L'Exorciste, c'est pas simplement un film
qui est centré sur cette sombre cérémonie pour délivrer l'âme d'une personne. C'est un film qui nous raconte une histoire touchante, et qui surtout va questionner ses spectateurs, mais sur des questions existentielles qu'on se pose un peu tous. Nous sommes en 1973, autrement dit, une époque où les convictions chrétiennes sont fortes. Alors maintenant, pour beaucoup d'entre nous, cela ne nous parle plus vraiment, car je suppose qu'une bonne partie d'entre vous derrière ce magnifique écran, vous n'êtes pas forcément croyants et vous ne suivez pas de religion précise. Alors attention, petit disclaimer, petite parenthèse, si vous êtes croyant, il n'y a aucun souci, je vous respecte de fou. Ce que je suis en train de dire, c'est que une bonne partie des gens que je connais et qui sont autour de moi, ils n'ont pas vraiment de convictions précises. Mais alors imaginez, vous êtes en 1973, après avoir reçu une éducation chrétienne, duquel les mœurs sont encore fortes et puissantes, en plus des cours de catéchisme qui sont mis en place dans les écoles, et après toute cette éducation, après toute cette mise en forme de votre être, vous rentrez dans la salle et vous voyez ce film, L'Exorciste. C'était chamboulant pour l'époque, et c'est bel et bien normal, en plus des effets spéciaux et du caractère presque documentaire du film. Alors imaginez que vous croyez définitivement en Dieu, et que vous suivez les dogmes d'une religion, et que vous assistez à la première du film. Mais mon Dieu, ces personnes devaient être en larmes devant le film, et ça devait être quelque chose de tellement traumatisant. Quand t'es inculqué, quand t'es religieux, vraiment, mais tu dois t'exploser les fesses de peur. C'était chamboulant pour ces personnes, et le film vous interroge, et vous pose cette question, mais où est l'amour de Dieu quand il laisse faire des démons, et qu'il les laisse agir pour prendre possession des vivants? Comment garder espoir alors que tout semble s'assombrir autour de nous et que ce monde est cruel? C'est cela les questions qui sont posées aux spectateurs, et par conséquent aux croyants qui regardent ce film. Et même lorsqu'on ne croit pas en Dieu, cela représente des questions philosophiques qui sont profondément intéressantes, et ce encore aujourd'hui. Si Dieu, il laisse les démons agir sur nous, pourquoi je devrais avoir confiance en lui? Pourquoi je devrais l'aimer puisqu'il n'intervient pas pour renvoyer le démon chez lui? Surtout que là, on parle d'une petite fille qui n'a rien demandé et n'a rien fait de mal au cours de son existence. Et en plus de ces conceptions chrétiennes qui étaient beaucoup plus présentes dans la société de l'époque, c'est également un immense effet de mode autour de l'œuvre, entre la qualité du film, les récompenses qu'il a obtenues, et surtout les médias qui ont propagé l'idée que c'était le film le plus violent, que c'était le film le plus difficile à regarder, et qui mettaient même en avant le fait que quitter la salle, c'est être une personne normale. Il fallait quitter la salle, sinon vous étiez un psychopathe. Genre, que les spectateurs étaient victimes d'évanouissement, que beaucoup vomissaient, vous avez compris, etc., etc. Et quand on voit dernièrement qu'un film aussi populaire que Terrifier 2 reprend exactement ces mêmes codes, même BFM en a parlé. BFM TV, qui parle de films d'horreur. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie là. Oui, clairement, L'Exorciste en a inspiré plus d'un, tout en marquant la société de l'époque qui en parle encore aujourd'hui. C'est un peu le même principe que Les Dents de la Mer. Tout le monde disait que c'était un film effrayant, qu'il fallait absolument le voir, et tout le monde en a parlé, et cela a marqué une époque, à la fois culturellement, socialement, et surtout artistiquement. Maintenant, ce qui fait que le film fonctionne et laisse vraiment une marque indélébile, c'est ces multiples images subliminales qui ont vraiment rajouté plus d'horreur à la chose. C'est une surcouche d'horreur. Le film était déjà vraiment terrifiant de base, et puis ils ont rajouté tout un tas d'images subliminales pour vraiment taper dans votre inconscient, et encore plus vous traumatiser, et faire en sorte que vous fassiez des cauchemars mais vraiment incroyables. Ces cadres apparaissent à l'écran pendant une fraction de seconde. Alors oui, c'est vrai, maintenant je peux mettre pause, et nous pouvons tous apercevoir ces images. Mais imaginez quand vous découvrez ce film au cinéma, vous ne pouvez pas mettre pause. Et donc vous vous posez forcément cette question quand vous pouvez pas mettre pause, mais est-ce que j'ai vraiment vu une image subliminale, ou est-ce que tout cela n'était que le fruit de mon imagination? Sans retour en arrière possible, cela crée une espèce de paranoïa dans votre cerveau. Et le film est rempli de ces séquences étranges contenant des images subliminales, que ce soit Pazuzu qui apparaît quelques secondes, de façon brutale et presque même expérimentale, ou alors de façon plus discrète, c'est-à-dire que cela soit à peine perceptible. De même que la statue de Pazuzu, qui apparaît à plusieurs moments dans le film, lors de séquences où on est plongé dans le noir. Ce qui nous fait comprendre à nous en tant que spectateurs, la venue du démon, et que c'est déjà trop tard. Son influence est omniprésente autour des personnages. Il surveille la moindre de leurs actions. Chaque scène intime devient alors une scène de voyeurisme, où le démon est là et où il contemple nos personnages. De même que sur Egan, où le démon est clairement présent sur la partie gauche de son visage. Enfin gauche pour nous, mais c'est plutôt son côté droit pour elle. Enfin, vous avez compris, le démon est là et c'est lui qui la possède. Et si maintenant on arrive à tout voir, mais imaginez au cinéma, ou pire, sur une vieille télévision cathodique, où ce genre de choses est à peine perceptible. Et on retrouve un peu cette façon de faire pour le premier opus d'Halloween, où Michael Myers, sur les vieilles télévisions cathodiques, mais il était à peine perceptible, et on ne voyait presque pas son masque. C'était une forme, The Shape,
et cela rajoute complètement à la terreur de la chose. Et en plus, c'est sans doute l'un des films d'horreur qui a le mieux vieilli, et qui vieillit le mieux, et qui vraiment est comme un bon vin. Parce qu'on parle d'un film qui date des années 70, et encore aujourd'hui il fonctionne mais tellement bien. Et même, moi je faisais des soirées d'Halloween quand j'étais plus jeune avec mes potes, et on a toujours refusé de le regarder, tellement le film, il avait la réputation d'être vraiment éprouvant et d'être vraiment difficile, et on voulait pas avoir peur, on voulait pas se pisser dessus, surtout entre potes, parce que sinon l'ambiance allait être vraiment bizarre. Et c'est pas du tout en me renseignant sur internet que j'ai compris que c'était l'un des films les plus terrifiants du monde, c'est vraiment par le biais du bouche à oreille, que ce soit mes parents, que ce soit les oncles bourrés au repas de Noël qui racontaient leurs anecdotes sur la façon dont ils ont vomi en salle en assistant à la première du film. C'est vraiment le bouche à oreille qui a construit toute la mythologie autour du premier opus de l'Exorciste. Vous avez compris la chose, l'Exorciste, c'est pas un simple film d'horreur, c'est un film qui a participé à la culture populaire de tout le monde, y compris en France, et c'est rare, et je trouve que c'est important de le souligner et de le mettre en avant. Et j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à comprendre l'ensemble, que cela soit l'histoire, le concept du démon se nommant Pazuzu, les différents personnages, et surtout les différentes chronologies. Maintenant, on espère tous que ce nouvel opus qui arrive d'ici quelques jours, eh bien représente un véritable classique. Je garde espoir, et j'espère que vous aussi, alors croisons les doigts tous ensemble, et tout ce que vous pouvez croiser sur votre somptueux corps. Bon, bah je crois qu'il est temps que je me détache, hein. À moins que vous vouliez que ça soit moi qui vous attache à mon lit, bande de pervers. Eh bien écoutez les amis, ma perruque ne tient absolument plus en place, c'est une véritable catastrophe. Je vais même commencer à me détacher parce que... Oh, les épaules elles ont bien pris cher sur ce tournage, je vais pas vous mentir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez un peu rigolé avec moi. Pour moi c'était la chose la plus importante. On parle de films d'horreur mais ça fait du bien d'apporter un peu de légèreté, enfin vous m'avez compris. C'était Méromain, si cette vidéo vous a plu et si seulement elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous savez comment on fait la propagande de YouTube mais c'est important de le répéter, je sais que c'est chiant mais c'est important de le dire. Je vous invite à prendre soin de vous, je vous fais un gros bisou sur la fesse gauche et surtout sur la fesse droite parce que votre fesse droite, elle est tellement moelleuse apparemment, et puis comme ça je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir, et voilà, j'espère que ça arrivera ou que c'est déjà le cas pour vous. Je vous fais de gros bisous, c'était Méromain, prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao bene.